SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation sur Sud Radio, l'émission qui donne chaque semaine la parole aux entrepreneurs qui révolutionnent notre quotidien. Alors aujourd'hui, notre avenir se joue en mer, notamment dans le domaine de l'énergie. C'est ce qui a poussé la start-up française Geps Techno à créer un système qui permet de produire de l'énergie électrique à partir de la houle et des vagues. Un système incroyable. On va en parler tout de suite sur Sud Radio avec le président fondateur de cette entreprise implantée à Saint-Nazaire, et dont le savoir-faire est mondialement reconnu. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Jean-Luc Longeroche, bonjour à vous. Bonjour. Alors avec Laurent Benveniste, qui est un expert très reconnu en innovation, eh bien nous sommes ravis de vous recevoir sur Sud Radio. Alors depuis 2011, avec vos équipes d'ingénieurs et de docteurs, vous développez des solutions innovantes dans le domaine des énergies marines renouvelables. En fait, vous amenez l'énergie en mer là où elle est nécessaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à innover dans ce domaine? Quel a été le déclic ? Alors l'idée initiale était de répondre à un trou de charge industriel chez notre employeur de l'époque, les chantiers de l'Atlantique, en trouvant quelque chose à faire dans les cales des chantiers. Nous sommes d'abord partis sur l'idée d'une grosse structure flottante capable de produire de l'énergie à partir des énergies disponibles en mer, donc la houle, le vent, le soleil, le courant. Et puis assez rapidement, on a bifurqué vers des besoins beaucoup plus court terme qui sont toujours produire de l'énergie renouvelable à destination des gens qui travaillent en mer. Donc ça peut être par exemple les champs éoliens, les forages pétroliers, les scientifiques, les fermes aquacoles, différentes choses. Ah oui, et pour ce faire, vous avez créé ce qu'on appelle en quelque sorte des plateformes qui produisent donc de l'énergie pour l'économie bleue. À quoi ressemblent précisément ces plateformes ? Alors, pour imaginer ce que c'est qu'une de nos plateformes, il faut imaginer une sorte de bateau sans moteur qu'on aurait ancré à un endroit, à l'endroit où on a besoin d'énergie. Et sur cette sorte de bateau, on va installer des panneaux solaires, des éoliennes. Et surtout, à l'intérieur, on a développé un système qui récupère l'énergie des vagues. Donc, pour faire ça, à l'intérieur de cette plateforme, il faut s'imaginer qu'il y a plusieurs compartiments qu'on a remplis à moitié d'eau. Ils sont tous connectés entre eux. Et chaque fois qu'une vague va faire basculer d'un côté sur l'autre la plateforme, l'eau va passer d'un réservoir à l'autre en passant toujours au centre de ces compartiments et on va récupérer l'énergie à travers une turbine, comme on pourrait le faire dans un barrage, un moulin ou quelque chose d'équivalent. En fait, c'est le mouvement qui produit cette énergie, en quelque sorte, si on veut simplifier le schéma. C'est ça, c'est le mouvement de la plateforme qui va créer la circulation d'eau et on va avoir comme une espèce de petite rivière intérieure où on va récupérer l'énergie. Et oui, comme dans un barrage, d'un moulin ou autre. Alors la première application de vos plateformes qui a été mise au point avec l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et de récupérer des données. Mais alors quel type de données vous récupérez ? Alors aujourd'hui, on installe sur nos plateformes différents types de capteurs et puis on va ensuite renvoyer ces données à terre. Les différents types de capteurs, ça peut être des données météo, la vitesse, la direction du vent, la même chose pour le courant, la hauteur, la direction des vagues, différentes caractéristiques, on va dire, du milieu marin. Ça va être aussi des données environnementales. Donc on va regarder la qualité de l'eau, mesurer les qualités physico-chimiques, mais aussi surveiller la présence de mammifères marins sur la zone ou d'oiseaux et même des chauves-souris, puisqu'il y a aussi des chauves-souris en mer. Il y a des chauves-souris en mer. Pourquoi vous avez besoin justement de surveiller ces oiseaux, ces chauves-souris ? Dans quel but ? Dites-moi. Alors, ce sont nos clients qui ont besoin de les surveiller. Si je prends par exemple le cas de l'éolien en mer, ils vont avoir besoin de toutes les données météo-océaniques pour dessiner les éoliennes, prévoir, dessiner leur structure, savoir comment ils vont pouvoir intervenir en mer. Ensuite, on va avoir besoin des données environnementales. Les données environnementales, l'objectif, ça va être de surveiller que l'implantation d'un champ éolien quelque part ne vient pas perturber le milieu environnemental, que ce soit la qualité de l'eau ou le comportement, on va dire, des mammifères ou des oiseaux qui sont à proximité. Et puis, on a aussi une application surveillance qui va permettre de vérifier que quand on installe les éoliennes ou quand on exploite les éoliennes, il n'y a pas d'interférence entre les flux de bateaux qui peuvent passer à proximité et le travail effectué sur les éoliennes.
Oui, vous récupérez des données de surveillance, exactement. Oui. Ah oui. Et concrètement, alors, à part effectivement ceux qui construisent des champs d'éoliennes, qui sont vos clients? J'imagine Météo France. Alors, on a effectivement un contrat avec Météo France qui agit pour le compte de l'État français et qui va préparer l'arrivée des champs éoliens, donc collecter les données pour les donner aux gens qui visent à implanter un champ éolien et qui vont pouvoir préparer ça. Mais aujourd'hui, on va aussi utiliser ces données. Il y a d'autres secteurs comme les fermes aquacoles, l'exploitation pétrolière qui ont besoin de données. La communication, par exemple, ont besoin de données pour savoir comment ils peuvent s'implanter en mer et comment ils peuvent intervenir en mer. Alors, quel est l'intérêt de ces fermes aquacoles en mer, en quelques mots? Aujourd'hui, les fermes aquacoles, ce sont des élevages de poissons en mer. C'est pour élever les poissons marins et on va dire venir compléter ce qu'on peut obtenir par la pêche en produisant dans un milieu contrôlé. D'accord, ok. Alors votre plateforme ont d'autres utilités. Vous avez actuellement donc des études en cours pour alimenter donc ces fameuses fermes aquacoles. Et vous savez surtout donc réaliser une grosse étude pour Meta, qui est donc la maison mère de Facebook et Instagram, pour servir de station relais pour des câbles sous-marins. C'est quoi ces câbles sous-marins? À quoi servent-ils? Alors, les câbles sous-marins permettent de distribuer Internet aux quatre coins du monde en connectant le réseau Internet d'Amérique du Nord avec le réseau Internet d'Europe et puis ainsi de suite de continent à continent. D'ailleurs, on parle de câbles, mais ce sont plutôt des très grosses fibres optiques qui sont déroulées au fond des océans et qui vont traverser les océans et être connectées de part et d'autre. En fait, quand vous vous connectez à Netflix ou à Deezer ou Facebook, en fonction des données auxquelles vous voulez accéder, de la série que vous allez choisir ou de ce que vous voulez écouter, votre smartphone ou votre PC vont aller chercher des données sur un serveur qui peut être parfois de l'autre côté de l'Atlantique. Et les données vont traverser l'Atlantique par ces câbles sous-marins. Pour vous donner une idée, le plus long câble sous-marin appartient à un consortium mené par Meta, il s'appelle Tout Africa. Et il fait 45 000 km de long, c'est-à-dire il est plus long que le tour de la Terre. Il dessert 33 pays. Impressionnant. En Amérique, Europe, Afrique, Moyen-Orient, et il met en communication 3 milliards de personnes à travers le monde. Oh, c'est impressionnant, c'est impressionnant ce que vous nous dites. Et c'est des bateaux spécifiques donc qui déroulent ces câbles à longueur de journée au fond de la mer, j'imagine. C'est une activité particulière. Ouais. C'est une activité très particulière. Il y a une flotte limitée de ce qu'on appelle les navires câbliers, qui sont des très gros navires puisqu'ils doivent avoir la possibilité de stocker toute cette fibre à bord avant de la dérouler. Et le champion du monde est français en l'occurrence, il s'appelle ASN, c'est une société française. Ah oui. Alors racontez-nous, parce qu'actuellement effectivement donc vous êtes en train de concevoir donc pour Meta une station relais donc en plein milieu de l'Atlantique. Ce chantier, on peut dire, c'est quand même un sacré challenge pour vous. C'est un sacré challenge pour nous et pour Meta. Pour nous parce que il a fallu imaginer comment on allait concevoir la plateforme, aller l'installer au milieu de l'Atlantique, dérouler le câble qui va se connecter sur le câble sous-marin qui est au fond. Qu'est-ce qu'on allait mettre comme énergie, qu'est-ce qui allait se passer quand on est en panne, comment le système allait lui-même s'auto-surveiller et s'auto-réparer. Et puis ça a aussi été un challenge pour Meta qui habituellement installe ce type de station relais mais à terre. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, on leur a posé plein de questions en disant attention, on est en mer, donc pas question de prendre la camionnette et d'aller réparer. Il va falloir trouver des solutions qui résistent au milieu de l'Atlantique. Eh oui, mais ce qui est incroyable, comment Meta a fait appel à vous? Comment ils vous ont identifié? C'est extraordinaire pour vous. Eh ben, ils sont passés par Internet. Ils ont dessiné sur un tableau blanc ce qu'ils imaginaient comme station relais. Ils ont mis ça dans Google et la première image qui est sortie était l'image de notre plateforme de test qu'on avait en test au Croisic. Ils nous ont contactés, je dirais, de manière très directe par téléphone. Et 48 heures plus tard, la plateforme était au port et ils étaient sur le quai en train de discuter avec nous de qu'est-ce qu'on faisait comme étude et comment lancer le projet. Et oui, parce qu'il faut dire qu'effectivement, toutes vos innovations sont vraiment uniques au monde, Jean-Luc Longeroche. Oui, alors c'est vrai qu'on a développé aujourd'hui, que ce soit pour ces besoins-là ou pour d'autres projets comme les digues, les data centers flottants, on a développé des technologies qui sont uniques au monde, qu'on a brevetées, parce que c'est finalement une garantie de notre capacité à exporter ce savoir-faire loin de nos bases et on va dire à travers le monde. Ah oui, parce qu'effectivement, vous parlez de data center. Expliquez-nous, effectivement, vous fabriquez des data centers flottants. C'est quoi exactement? Ça permet quoi, ces data centers?
Alors, un data center, c'est un peu comme une grande bibliothèque pour les ordinateurs. Il faut imaginer un entrepôt qui est rempli de serveurs, de disques durs informatiques et connecté au réseau de fibres et de câbles sous-marins. Dans cet entrepôt vont se côtoyer des données de toutes sortes. Vous avez les comptes d'une entreprise, le site web d'une autre marque ou les photos de votre smartphone ou des morceaux de musique d'une plateforme bien connue. Comme tous ces serveurs informatiques dégagent beaucoup de chaleur, aujourd'hui les data centers sont climatisés en fait et consomment beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. En coopération avec la société Denver basée à Nantes, on a développé une solution de data center flottant qu'on va installer dans les ports et sur les rivières et qui intègre ce qu'on appelle un refroidissement passif, c'est-à-dire que c'est le fait qu'il y ait de l'eau autour de la plateforme qui va permettre de refroidir et de climatiser ce data center. Ah oui, impressionnant. En tout cas, autre innovation que vous avez créée, c'est la première digue portuaire productrice d'énergie au monde et elle est made in France. Elle récupère l'énergie de la houle donc pour produire une électricité verte. Quel en est l'objectif? Vous nous direz tout dans un instant sur Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Et aujourd'hui sur Sud Radio, on parle d'innovations qui sont au service des acteurs de l'économie bleue avec Laurent Benveniste, expert en innovation, et Jean-Luc Longeroche, président fondateur de GEPS Techno. Alors en 2019, vous avez développé en partenariat avec l'Ifremer une digue portuaire capable de produire de l'énergie avec la force des vagues. Ce projet innovant a été imaginé par Quentin, donc Henry, qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour à vous Quentin. Alors vous êtes directeur de projet au sein du groupe Legendre. C'est une entreprise familiale implantée à Rennes et spécialisée notamment dans la construction des zones portuaires et ce depuis 1946. Quel est le concept de cette digue que vous avez inventée il y a 5 ans? Alors, il y a 5 ans, avec le groupe Legendre, on réfléchissait à la décarbonation des zones portuaires et on a eu l'idée d'implanter un système qui récupère l'énergie des vagues sur les digues portuaires, à la fois pour les rénover ou pour les construire. Ok. Et donc, et quel était le dispositif là, que vous avez mis en place? Alors, c'est un dispositif, ça va ressembler à des grands caissons, une sorte de grands conteneurs qui se posent sur les digues. Et à l'avant, il y a un fameux système de récupération d'énergie des vagues qui a été inventé par GEPS et qu'on a intégré dans notre structure. Ah oui. Alors, Jean-Luc Longeroche, justement, ce système que vous avez conçu, expliquez-nous très simplement, quel est-il ce système ? Alors pour répondre aux besoins exprimés par Legendre, nous avons imaginé un système de volets qui pivote d'avant en arrière dans la digue et qui va produire de l'électricité à chaque aller-retour. Donc on a travaillé sur la bonne taille de volet, la bonne hauteur à laquelle fallait l'installer, quelle forme devait avoir ce volet, quelle forme devait avoir le mur derrière le volet. Et une fois qu'on a eu défini tous ces points, on a construit une maquette d'environ 1 mètre de large pour la tester dans les bassins de l'Ifremer à Brest. Donc ce qu'on appelle un bassin, il faut s'imaginer une espèce de grande piscine à vagues dans laquelle on va installer une maquette. Et en fait, on va vérifier à échelle réduite que ce qu'on a imaginé et simulé numériquement correspond à ce qu'on observe dans le bassin. Et ça l'a été lors des premiers tests ? Oui, les résultats étaient satisfaisants. Du coup, ça nous a permis de passer à l'étape suivante. Donc, en collaboration avec Legendre, on a construit une maquette, un système un peu plus gros qui a été testé à l'entrée de la rade de Brest sur la zone d'essai de l'Ifremer pour vérifier que ce qu'on avait vu en bassin et ce qu'on avait simulé numériquement correspondait toujours quand on grossissait. Là aussi, les résultats étaient positifs et donc maintenant, il nous reste la dernière étape, c'est construire la première digue à l'échelle 1. Et donc, est-ce que cette dernière étape est difficile ou pas ? Cette dernière étape, on l'imagine aujourd'hui, on est en train de la préparer. Il n'y a pas de raison qu'elle soit plus difficile que le reste. Il faut trouver le bon endroit, le bon client, je dirais, et puis les gens qui ont envie de nous accueillir. Ah oui, et vous avez mis longtemps donc à concevoir tout ce système ? Alors il nous aura fallu 5 ans entre le moment où Quentin est venu nous voir pour nous dire et nous exprimer son besoin et on va dire la première digue à l'échelle 1, il a fallu 5 ans à peu près. Ah oui, 5 ans, donc combien d'années en quelque sorte de recherche, d'études ? On peut considérer que les 5 ans ont été consacrés à de la recherche puisque même si
on était de plus en plus près de l'échelle 1. On était quand même dans une séquence de tests avec toutes les surprises que ça peut occasionner. Ah oui. Alors Quentin Henry, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, ce système donc répond à plusieurs problématiques, notamment rénover et renforcer les digues portuaires. En quoi c'est un enjeu important aujourd'hui de le faire ? Alors c'est un enjeu important pour les digues portuaires et plus globalement les littoraux, parce qu'on a la montée des eaux qui est causée par le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui est déjà présent malheureusement, qu'on doit essayer de contrer, mais en tout cas il faut qu'on s'adapte. Et pour s'adapter, il faut renforcer ces digues, il faut renforcer les défenses qui permettent au littoral d'être protégé des assauts de la mer. Ça, c'est un premier enjeu. Et le second enjeu, c'est évidemment la transition énergétique. Produire de l'énergie, de l'électricité décarbonée avec 0 émission de CO2, c'est ce qu'on propose, puisque l'énergie des vagues qu'on va récupérer est convertie intégralement en électricité. Et ça, c'est 0 carbone. Énergie fossile, transition écologique des ports, ça effectivement, c'est un challenge aujourd'hui, Laurent Benveniste. Oui, enfin tout ce dont on parle, ce sont des immenses enjeux. Moi, ce que je tiens à souligner, je suis relativement silencieux parce que je suis très admiratif par le chemin parcouru par l'équipe. C'est le premier projet qu'on a soutenu au sein du réseau. C'était au départ une petite équipe. Et ça caractérise bien effectivement l'émergence de cette nouvelle économie où un travail entre des équipes venant d'horizons différentes prennent le temps de chercher, avec des applications ensuite qui sont multiformes. Vous citiez effectivement Facebook ensuite qui s'intéresse, le groupe Legendre qui est aussi un des principaux groupes de l'Ouest dans son domaine, et aujourd'hui IGEPS qui est probablement une des plus belles entreprises françaises effectivement à impact sur un enjeu, effectivement l'économie bleue, fabuleux. Je souhaite dire au-delà de tout ça que grâce à IGEPS, on a pu rencontrer d'autres acteurs de l'économie bleue type Arc-Océan, qui est aujourd'hui leader en matière de technologie sur l'exploration sous-marine, et que tout ça conduit à des perspectives intéressantes, très utiles, mais aussi économiquement très importantes. Oui, Quentin Henry, pour le développement de ce projet, est-ce que ça a été compliqué pour vous de trouver des financements ? Dites-nous comment vous avez fait. Alors, on a la chance de pouvoir fonctionner en partie sur fonds propres, puisqu'on a une entreprise d'une assez grande taille, 2500 collaborateurs, 1 milliard de chiffre d'affaires. Néanmoins, on a eu l'accompagnement de la région Bretagne et des régions Pays de la Loire, et aussi de l'ADEME pour financer ce travail de développement d'innovation. Ah oui, mais votre première réalisation, est-ce que vous avez déjà plus ou moins une date ? Quand aura-t-elle lieu exactement ? L'enjeu, là, comme l'a rappelé Jean-Luc, c'est vraiment de pouvoir installer le fameux démonstrateur qui va être le lancement de cette grande démarche, le lancement officiel de la partie commercialisation. On a normalement un site projet pour 2025. On espère de tout cœur que les choses vont se dérouler comme prévu. Et après, on a déjà 2 autres projets en montage sur des pays européens, l'Espagne et le Portugal. Lesquels, par exemple ? Quel projet ? Alors, il y a un projet sur le port de Bilbao, un port du nord de l'Espagne, et on a un projet sur un port proche de Porto qui s'appelle Viana do Castelo. Donc c'est 2 grandes structures portuaires qui ont des digues avec beaucoup d'énergie. Ah oui. Jean-Luc Longeroche, vos perspectives de développement, quelles sont-elles aujourd'hui ? Alors nous, un peu dans la droite ligne de ce dont vient de parler Quentin, on a un premier enjeu qui est aujourd'hui d'accélérer la commercialisation des premiers systèmes qu'on a développés, donc les data centers, les digues, les plateformes où on est en train de diversifier les applications. Et puis ensuite, on est aussi très attentif à tout ce qui se passe dans cet écosystème maritime, parce qu'il y a énormément de choses qui bougent. Laurent en parlait tout à l'heure sur... Il y a notamment beaucoup d'évolutions autour de l'utilisation des drones, qu'ils soient sous-marins ou aériens. Et autour de toutes ces évolutions apparaissent de nouveaux besoins. Et donc c'est pour nous des nouveaux terrains de jeu sur des endroits où on va pouvoir innover et encore trouver de nouvelles solutions. Alors les terrains de jeu de demain, quels seront-ils alors ? Alors les terrains de jeu de demain, particulièrement en mer, ils tournent autour par exemple de la santé en allant collecter de nouvelles molécules en mer et identifier de nouvelles molécules en mer. On a un projet par exemple en déploiement sur tout ce qui est grands fonds pour aller explorer les grands fonds et récupérer des nouvelles molécules. On a parlé tout à l'heure des enjeux sur l'aquaculture marine et le lien qu'on peut faire avec les problématiques de faim dans le monde. C'est un bon moyen de produire proche de la consommation. Et puis, il y a des sujets sur les transports. On voit que, par exemple, le transport maritime est en train d'évoluer vers tout ce qui est propulsion vélique, le retour de la voile.
Donc il y a beaucoup d'applications autour de l'océan, il y a vraiment beaucoup de problématiques qui aujourd'hui ressortent et en font vraiment un terrain de jeu pour résoudre nos problèmes de demain. Et oui. Alors revenons sur les éoliennes en mer qui sont aujourd'hui la plupart du temps visibles de la côte. Est-ce que demain on peut imaginer qu'elles soient invisibles du littoral? Comment innover dans ce domaine? On peut faire plus que l'imaginer parce que aujourd'hui les premières fermes pilotes éoliennes flottantes arrivent. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on plante les éoliennes comme des piquets au fond de l'eau. Ça nécessite de ne pas avoir trop de fond. On considère qu'à partir de grand maximum à 100 mètres de fond, déjà, on est très profond. Les éoliennes flottantes auront un terrain de jeu qui sera beaucoup plus lointain. On sera capable d'aller où on n'a plus pied, entre guillemets. Et ça va permettre de s'éloigner de la côte et donc effectivement de faire disparaître ce sujet de nuisance visuelle en reculant les fermes éoliennes. Il faut vraiment voir les fermes éoliennes actuelles comme étant le premier pas vers des choses plus lointaines et se dire dans 40 ans, on n'aura plus rien sur le littoral parce qu'elles auront reculé au-delà de notre horizon. Ah oui, c'est vraiment un terrain de jeu, on peut dire extraordinaire pour votre créativité. Notre avenir se joue vraiment, s'écrit dans les océans aujourd'hui, Jean-Luc Longeroche. Moi, c'est ma conviction et j'ai envie de dire tout ce qu'on fait avec GEPS Techno contribue à cette conviction en se disant on identifie toujours des nouveaux besoins et des clés qu'on peut amener. Après, on développe beaucoup de solutions techniques pour essayer, on va dire, de mettre des pansements autour de la transition écologique. Mais il faut être clair, tout ce qu'on pourra inventer comme technique ne permettra que de gommer quelques effets et c'est notre changement de comportement qui changera la donne. Un mot pour conclure, Laurent Bavénis. Oui, ajouter que GEPS a pu se déployer grâce à une dizaine d'investisseurs, plusieurs dizaines d'investisseurs qui ont investi très tôt, qui sont restés très fidèles à l'équipe, qui ont vu à la fois la qualité de l'équipe, sa vision, son éthique, je dirais, l'ambition du projet. Quand les concurrents américains levaient à la bourse, au Nasdaq, donc 15 millions d'euros, aujourd'hui l'entreprise GEPS est une entreprise leader. L'important, c'est effectivement de soutenir ces projets. En France, on a un des taux d'épargne les plus élevés au monde, de soutenir ces projets. Vous pouvez tous les retrouver vendredi 11 octobre en Vendée. Si vous voulez participer à un événement qui rassemble à la fois les entreprises et des investisseurs, vous pouvez nous écrire donc à contact@seednetwork.fr. Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Génération Innovation. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en replay, podcast sur l'appli Sud Radio ou sur sudradio.fr. Bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.